quelle galanterie! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être si nombreux et si nombreuses aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter nos trois invités. Et il y a du niveau, vous allez le voir. Sabrina Delannoy. Alors, Sabrina, elle est là-bas. Sabrina, bonjour. Elle a joué 12 ans au PSG, et elle a joué en équipe de France de 2012 à 2016. Sabrina est aujourd'hui directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG. À ses côtés, il vient d'être réélu à la présidence de la Fédération française de handball. C'est Philippe Banat. Et puis, à sa gauche, Andrea Koenig, vice-présidente de la Ligue féminine de foot professionnel. 25 ans dans les finances et la passion du foot, eh bien, a eu raison des calculs et de la bourse. Et Andrea est avec nous aujourd'hui. Alors, on va débattre sur... On va débattre sur un thème qui, à première vue, fait un petit peu peur. Salaire impossible, parité. Alors, quand on met le mot impossible, qu'est-ce que ça vous inspire déjà à tous les trois, ce titre qui vraiment fout un peu les jetons quand même, on va se le dire. Hein. C'est sûr que c'est un titre accrocheur, en tout cas. Je pense que tout le monde va avoir envie de nous écouter sur ces sujets-là. Et c'est un vaste débat de société, de manière générale. Et c'est vrai que si on prend le cas du football, c'est un sujet dont on parle beaucoup et sur lequel je pourrais m'étendre un petit peu plus tout à l'heure. Philippe, optimiste? L'impossible parité, c'est les mecs qui te racontent cette histoire. En réalité, si tu fabriques des modèles économiques, si tu inventes des choses extraordinaires, c'est possible. C'est possible. Andrea? Pareil. Donc, impossible n'est pas français. Bon, alors, on va juste pas se cacher la face. Hein, ça va se faire sursauter Andrea, parce que tout à l'heure, je lui parle de ça. Sur les 10 sportifs les plus payés au monde, il n'y a que des garçons. Alors, le modèle économique est différent pour certains sports que d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire, tous les trois, pour que les salaires des filles soient les mêmes que ceux des garçons dans les disciplines que vous couvrez ou que vous pratiquez d'ailleurs? Je me lance. Non, c'est un travail de tous les jours, ça c'est clair. Une fois de plus, le football féminin, les clubs, avec la création de la Ligue, avec Andrea et tous les collègues de la fédération, il y a un gros travail qui est fait, justement pour d'abord rendre le football féminin plus attractif, donc améliorer les conditions d'entraînement des joueuses, améliorer les conditions de nos jeunes en formation. Donc ça, c'est tout un travail de fond qui va faire que le projet sera de plus en plus solide et de plus en plus pérenne. Évidemment, on a envie de voir plus de monde dans les stades, on a envie d'augmenter les droits télé, on a envie d'avoir plus de sponsors. Donc c'est tout ce travail-là au quotidien qui est fait par les joueuses, par les clubs, par les dirigeants, par les instances, qui va permettre petit à petit de faire évoluer le modèle économique et par conséquence d'augmenter petit à petit, même s'il y a déjà eu de belles évolutions, le salaire des joueuses. Vous, j'embraye, au PSG, qu'est-ce que vous faites concrètement? Au PSG, je pense qu'on fait plein de choses. On essaye d'augmenter les revenus, de réfléchir sur, par exemple, améliorer la fan expérience quand on vient au stade, d'améliorer les conditions d'accueil de nos supporters, de comprendre la typologie des supporters qui viennent nous voir aussi, parce qu'on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent voir les filles que les garçons. Donc il y a beaucoup d'études qui sont en cours. On a envie de profiter aussi d'avoir cette marque Paris Saint-Germain, sans laquelle le football féminin au PSG n'existerait pas non plus. Donc on améliore petit à petit toutes ces recherches pour attirer de plus en plus de monde dans les stades, de plus en plus de sponsors, comme je le disais tout à l'heure. On va rester sur, juste si vous le permettez Philippe, on va rester sur le foot avec Andrea qui, elle, a aussi son avis sur la question. Oui, donc pour moi, la question de parité, elle n'est ni juridique, elle n'est ni réglementaire, elle est économique, purement économique. Il faut qu'on développe l'économie du foot féminin. Et donc, comme Sabrina disait, à la Ligue, on essaie de mettre les bases d'une économie de foot féminin solide. On a la chance de rentrer un peu tard. Donc on peut apprendre des erreurs des uns et des acquis des autres. Donc on est en train de copier ce qui se fait de bien dans d'autres disciplines. Par exemple au basket, on s'est inspiré pour leur label, parce que d'un côté on a le bâton qui sont les critères de la licence club, où on essaie d'augmenter le minimum qu'on demande au club, et d'un autre côté on a la carotte, donc
le incentive, l'incitation, où on dit si vous travaillez mieux que les autres, sur certains critères, que ce soit par exemple la formation des jeunes ou fan experience, ou donc qui inclut le remplissage de stage, on va vous donner plus d'argent. Et donc ça crée une dynamique positive des deux côtés, tout en augmentant la base et tout en récompensant ceux qui travaillent mieux que d'autres. Mais l'économie du foot, elle vient. Les gens oublient que le foot était officiel en France depuis 1970, parce qu'on n'est pas du tout au même stage de développement que l'économie du foot masculin. Donc, on doit faire encore beaucoup d'efforts. Donc, il y a une étude pour les étudiants dans la salle qui veulent. Il y a une étude de la compagnie Visa qui a été publiée en septembre cette année, qui parle de l'expansion du sport féminin et surtout du foot féminin. Et ils ont un cercle qu'ils appellent le cercle vertueux, où tu commences avec de l'investissement. La condition primordiale pour le développement de cette économie, c'est de l'investissement, que ce soit la fédération, les clubs, les sponsors, où il y a maintenant plein de fonds d'investissement qui sont dédiés au sport féminin uniquement. Ensuite, on améliore ce qu'on appelle le produit, c'est-à-dire on fait des meilleures installations, des meilleures conditions pour les joueuses, dans des meilleurs terrains. Voilà, ce qui fait que le sport est plus visible. En étant plus visible, il y a plus de fans qui viennent au stade, qui intéressent en plus plein d'autres sponsors, d'autres diffuseurs télé, et puis le cercle revient. Et il y aura plus d'investissement. Et donc, c'est l'idée qu'on a, nous, en tête pour développer cette économie du foot féminin dans laquelle je crois férocement. Oui, forcément. Philippe, du côté du hand, parité. Oui, en fait, il faut faire tout ce que disent les filles, c'est-à-dire les piliers, le modèle économique, les cercles vertueux, les organisations. Il faut aussi créer une machine sportive, une usine à champions qui permette de dire que le spectacle est un spectacle attractif et de qualité. Tu ne peux pas te décréter en disant comme ça, tiens, je vais faire un spectacle attractif. Donc ça suppose que les fédérations, les clubs professionnels, les ligues, elles fabriquent cette machine, cette usine à champions, cette capacité à fabriquer un sport attractif. Nous, on était nuls dans les années 90. Et on a fabriqué une usine à champions qui nous a permis de dire, regardez, on est allé voir il y a plus de 10 ans BeIN et TF1 pour leur dire, écoutez, les mondiaux des garçons, ça fait 5 millions. Si on vous donne les filles aussi, ça donne quoi? Oh, ça fera rien du tout, on s'en fout. Puis ils les ont pris quand même. Et ça fait 5 millions. Parce qu'on a fabriqué avant tout ce qu'ont dit les filles, plus une usine à champions, plus un copier-coller des organisations. Et puis, je me permettrai de dire une chose supplémentaire. OK, c'est des filles solides, elles veulent des fondations, elles ont raison. Il faut faire des ruptures. Si tu ne fais pas de rupture, tu as l'espèce de machisme ambiant, pardon, qui existe et qui te dit bah, allez, vas-y doucement, tu n'es pas fou, regarde ce que ça va coûter, mais il est malade, lui, de donner de l'argent à ses femmes. Et ces ruptures, tu as des occasions dans les sports, dans les ligues, dans les fédérations, dans les clubs pro, de faire des ruptures. Nous, on a eu des micro-moments qui ont été très, très importants pour nous. En 99, on est au fin fond du trou, on n'existe pas, et par hasard, on se qualifie dans une finale de mondial. France Télévisions dit « Allez, renvoyez-moi les journalistes à la maison, il y a Michel Drucker à 19h, vous n'allez pas me foutre la merde à cet endroit-là. » Et dégoûtées, en pleurs, les filles, et je prends mon téléphone, j'appelle Marie-Georges Buffet, qui est ministre à l'époque. Alors Georges Buffet, elle prend son téléphone, c'est une histoire de femme, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'histoire. Elle appelle Michel Cotta, qui est présidente de France Télévisions, elle lui dit « Michel, il y a des filles qui sont en finale du mondial et France Télévisions est partie. » Et à ce moment-là, Michel Cotta dit à Michel Drucker « Va-t'en, tu vas laisser la place aux filles. » Et nous, on est blancs comme des linges, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas un spectacle encore extraordinaire. On fait les prolongations, on perd 12 millions de téléspectateurs. La rupture. Le lendemain matin, tu vas chez ton boulanger, chez ton boucher, il te dit « Mais pourquoi on n'en voit pas plus à la télé? Pourquoi elles ne gagnent rien, vraiment? Elles ne gagnent pas un centime, elles n'ont pas de salaire. » Et tu vois, il y a les fondations et la rupture. Il y a des moments de rupture qu'il ne faut jamais rater dans le sport féminin. L'équipe de hand féminine qui joue ce soir, Philippe. Pardon? L'équipe de hand féminine qui joue ce soir. L'équipe de hand féminine joue ce soir. Et il y a eu une nouvelle terrifiante dans l'équipe ce matin, au championnat d'Europe. On démarre à l'Euro, après la médaille d'argent olympique. Les filles ont gagné plus de médailles que les garçons en 30 ans. Et là, il y a un drame dans la masculinité généralisée. Mon Dieu, je croyais que c'était Karabatic qui gagnait tout le temps. Et tu vois, il y a des petites ruptures comme ça qui font que quand tu crées une usine à champions, quand tu crées les fondations et les modèles économiques dont elle parle, parce que sans ça, tu n'y arrives pas, eh ben, tu crées une machine qui avance. Ouais, on joue ce soir.
On va gagner. On va gagner. Sabrina, vous, en tant que joueuse de foot, est-ce que vous avez mal vécu ces disparités de salaire? Ou est-ce que c'était quelque chose qui, à votre époque, était dans l'air du temps et du coup, bon, voilà, c'est comme ça, on s'y fait et puis finalement, on n'a pas la même façon de jouer, on se roule moins par terre quand on est une fille au foot, on va le dire franchement, on va moins discuter les décisions des arbitres. Mais voilà, on a pris le parti finalement que notre salaire sera moins important que celui de nos homologues masculins. Alors je l'ai très bien vécu, honnêtement. C'est pas pour autant qu'on était résignés, même à l'époque, mais en tout cas on était aussi très lucide sur les différentes évolutions qu'il y a pu y avoir. Si je prends mon exemple, j'ai joué au Paris Saint-Germain de 2005 à 2017, donc j'ai joué 12 ans pour le PSG. J'ai pu voir une évolution exponentielle entre mon arrivée en 2005 et la fin de ma carrière en 2017. Donc j'ai aucune frustration de cette époque-là, parce que je pense aussi que c'est ce qui m'a permis personnellement de me construire aussi en tant que femme et en tant que joueuse de football. Ça m'a obligée à me pousser dans mes retranchements, ça m'a permis d'acquérir des valeurs qui font celle que je suis aujourd'hui, donc j'ai aucune frustration de tout ça, mais par contre on a toujours été très engagés aussi pour toujours faire évoluer les choses. En tant que joueuse et en tant que capitaine du club, j'ai toujours beaucoup poussé pour la place de l'équipe féminine dans le Paris Saint-Germain. On a la chance aussi d'avoir un actionnaire qui, dès qu'il est arrivé, a professionnalisé son équipe féminine. Et donc, depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, toutes les joueuses sont professionnelles. Chaque jour, les conditions des joueuses s'améliorent. Aujourd'hui, on évolue dans un campus, donc le centre d'entraînement, qui est certainement un des meilleurs campus au monde. Je peux le dire en toute humilité. J'y suis tous les jours. Et je peux voir l'évolution incroyable et la place que le PSG féminin a dans un club comme le Paris Saint-Germain. Andrea, pendant trop longtemps, on a vu des joueuses de foot professionnelles avoir 2 métiers le soir pour pouvoir gagner un salaire. Comment on lutte après ça? Oui, justement. Donc, j'allais dire. Donc, moi, je viens pas du foot. J'ai même pas vécu en France les derniers 25 ans, mais je m'éduque. Donc, je regarde Pas là pour danser, Marinette et tous les films. Et je me dis quand même, on a fait du chemin depuis, mais il reste beaucoup à faire. Donc, moi, et en plus, quand j'essaie de faire de prosélytisme autour de moi et du chauffeur de taxi au boulanger, je parle du foot féminin en les suppliant à venir au match. Et donc, je leur dis, mais venez voir des filles qui jouent avec tellement de passion. Donc, le point commun des joueuses de foot, et puis depuis Marinette jusqu'à maintenant, c'est que ces filles-là le font pour l'amour du sport et elles sont prêtes à faire de boulot. Mais nous, ce qu'on veut à la Ligue, c'est que justement, plus jamais les filles aient à avoir 2 boulots le soir, à s'entraîner un pas d'heure pour pouvoir... C'est le cri de cœur d'ailleurs de Marinette dans le film. Il dit, vous voulez qu'on gagne toujours, mais vous ne vous rendez pas compte ce qu'on fait nous pour jouer au foot aujourd'hui. Donc ce qu'on essaie à la Ligue, effectivement, en augmentant peu à peu les conditions, les nombres... Enfin, ça c'est dans le statut de joueuse professionnelle, le nombre de contrats minimum qu'un club doit avoir. Donc on essaie qu'on arrive au point où les filles ont exactement les mêmes conditions légales et les mêmes... le statut de joueuse professionnelle qui soit accordé à tous les joueuses de l'équipe. En ce moment, il faut qu'il y ait que 11, alors que la plupart des clubs ont des squads de 25. Donc, peu à peu, on va arriver. Donc, l'idée, c'est qu'un jour, les filles n'auront plus à faire un deuxième boulot pour pouvoir jouer au foot, ou un troisième, pour pouvoir jouer au foot professionnellement. Enfin, c'est normal. Et justement, vous parliez de ce que faisait la Ligue. Est-ce que vous pouvez un peu nous développer sur l'histoire des 11 joueuses c'est un peu qu'on explique un petit peu ce que vous essayez de mettre en place concrètement? Bon, ça c'est pas la Ligue, donc c'est dans le statut de joueuse professionnelle. Donc on dit un club qui évolue en première Ligue Arkema doit avoir au minimum 11 joueuses qui ont un salaire minimum brut, qui d'ailleurs revient à 1 820 € par mois, qui est très proche du SMIC. Et justement, en parlant de minimum et de parité, j'ai découvert que le salaire minimum en Ligue 2 masculine pour un premier contrat professionnel, c'est 2 170 €. Donc on est à 300 et quelques euros près du salaire minimum des hommes en Ligue 2. Bon, premier contrat professionnel. Mais donc, en même temps, on ne peut pas jouer trop avec ces paramètres en disant OK, l'année prochaine, tout le club doit payer tous les joueuses
un minimum ce salaire parce qu'il y a l'économie du foot féminin fait qu'il y a des clubs qui ne vont pas pouvoir remplir ces conditions. Et d'ailleurs, c'est une leçon qu'on nous a donnée, c'est une amie de la Ligue anglaise qui me parlait de ça. En Angleterre, ils ont voulu augmenter très vite les minimums demandés au club. Du coup, il y a le club de Reading qui évoluait en 2e division, qui a choisi de ne pas évoluer cette année parce qu'ils disent on ne peut pas se permettre. Vous avez mis la barre trop haut en termes de demande. En Angleterre, je crois qu'il y a un club de 3e division, c'est ça, vous me disiez au téléphone, qui a obtenu la parité homme-femme parce que justement les salaires n'étant pas hauts, ça permet... C'est ça, le club de l'USFC, c'est un club très connu parce qu'ils disent chez nous, les hommes sont les égaux des femmes. Mais on parlera du modèle anglais parce qu'il est très intéressant dans le foot. Philippe, est-ce que, on va pas se cacher, on est quand même en période de crise économique, est-ce qu'on n'est pas tenté, quand on est président d'une grande fédération, alors je m'adresse à vous, mais ça peut être pour les autres, voilà, vous prenez pour tout le monde en fait, est-ce qu'on n'est pas tenté justement de faire quelques variables d'ajustement sur les sections féminines? Oui, ça te pend au nez. Tous les jours, ça te pend au nez parce que les gens vont te dire « Ah, tu sais, le budget de l'an prochain, les collectivités, à un moment donné, les partenaires, ils sont plus intéressés par... » Tout le discours historique, culturel, il existe pour te freiner. Après, je reviens à mon idée de piliers, comme elles ont dit, et de rupture. Les piliers, par exemple, elles le symbolisent très très bien, c'est chaque sport doit fabriquer, si possible, un monde professionnel pour ses femmes. Et nous, on avait rêvé, dès 2000, quand on a commencé à avoir des résultats, on n'a pas attendu d'avoir des super résultats pour fabriquer un monde professionnel. Tout de suite, on a dit on fait une ligue professionnelle, on fait les cahiers des charges, on fait le contrat type, on a fabriqué un contrat de partenariat, de l'accord de tous les stakeholders pour qu'ils se mettent d'accord sur la sécurité sociale, sur le salaire minimum, sur qu'est-ce qu'on fait quand il y a le congé de maternité. Et là, tu te travailles le monde professionnel et tu fais les piliers, et tu fais une ligue, et tu fais des statuts, des emplois, des centres de formation. Et tant que tu n'as pas fait la machine dont elle parle, tu ne peux pas raconter une histoire de parité parce que le modèle n'existe pas. Et puis, je reviens à mon idée de rupture. On n'arrivait pas à être champion en 2002, et pourtant, on avait commencé à avoir une équipe pas mal. Et là, avec mon président de l'époque, on dit, on a une idée, on va leur donner les mêmes primes de résultats. Les garçons, à l'époque, ils touchaient 40 000 € pour une médaille d'or. Pour eux, c'était 4 mois de salaire. Les filles, quand on a dit, on va donner la même chose, c'est 2 ans de salaire à l'époque. Et là, tout le monde nous regarde et les filles disent « Pardon, vous allez... » Même les filles, elles te disent « Mais pourquoi vous faites ça? Ça ne va pas à votre tête. » Les garçons, ils nous ont appelés, ils nous ont dit « On a entendu dire que vous vouliez donner la même chose, ça ne va pas, non ?» Et il s'est passé un phénomène attractif qui fait que... Parce que les femmes, c'est quelque chose de particulier, énergétiquement parlant, ce n'est pas la même psychologie que les garçons. Elles se sont emparées de cette confiance qu'on avait mise en elles, cette confiance économique, cette idée de parité, pour transformer en 3 mois cette idée en médaille d'or au championnat du monde 2003. Parce qu'elles avaient considéré que si on les mettait en parité, il fallait qu'elles fassent la même chose. Et tu n'avais pas besoin de raconter un coach qui faisait 50 heures de vidéo pour expliquer comment... L'énergie, tu n'avais pas besoin de la demander, elles avaient compris qu'on les calculait. Donc, encore une fois, ces fondations. Et en même temps, tu dois faire des ruptures, tu dois faire des coups, tu dois tirer les gens vers le haut, parce que sinon, tout le système va te faire aller à 2 km à l'heure. Est-ce que, ça s'adresse aussi ça s'arrête plus au football, comment le foot féminin peut-il se libérer de l'emprise du foot masculin, en fait? Parce que les deux sont intrinsèquement liés. Bon, c'est pas un sujet de philosophie, hein, non, mais pour moi, en fait, on peut pas. Enfin, je veux dire, si je prends toujours l'exemple du Paris Saint-Germain parce que je le connais bien, mais sans le PSG masculin, il n'y aurait pas le PSG féminin. Aujourd'hui, en plus, le PSG a une stratégie vraiment globale dans la construction et la vision. On le voit puisque aujourd'hui, tous les athlètes du football sont logés au campus, le centre d'entraînement à Poissy. Tout le monde, il y a une vraie identité, une vraie famille. Tout le monde a les mêmes installations, bénéficie des mêmes infrastructures pour performer. Donc pour moi, je sais que d'autres clubs ont fait des choix différents dans leur stratégie. Mais ma vision aujourd'hui, c'est que même s'il ne faut pas comparer, pour moi, aujourd'hui, on est un club vraiment global. On a aussi du hand au Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment la stratégie de notre club, en tout cas, c'est vraiment global. Et pour moi, on ne peut pas exister sans les garçons. Parce que c'est eux aussi qui font... ce qu'est la marque Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est aussi les joueurs de football masculin professionnel. Il faut trouver le bon équilibre, mais pour moi, on ne peut pas dissocier les deux.
Vous, Andrea, vous me parliez des petits challenges que vous mettiez en place pour les clubs, pour attirer, attirer des spectateurs, pour exposer le foot féminin à des horaires corrects le soir. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce procédé qui est très intéressant en fait? Oui, donc le challenge, ils se font eux-mêmes, je crois. Donc, je racontais tout à l'heure l'histoire de Nantes. Donc, Nantes, c'est une équipe dont la section féminine est promue en Première Ligue cette année. Et donc, ils ont dit, cet été, le premier grand match qu'on va faire donc c'était contre PSG, on va faire à la Beaujoire, donc le grand stade. Parce que souvent, les équipes féminines jouent dans les petits stades d'entraînement ou les petits stades de ville. Et donc, ils ont réussi à dirigeants des clubs en disant voilà comment on s'y est pris. On a mis un mois, on a fait une campagne sur les réseaux sociaux, on a eu une personne dédiée. Donc ça, c'est le mot-clé, c'est quelqu'un qui a fait ça à temps plein. Donc dédié à cette campagne promotionnelle. On a invité tous la Ligue, on a travaillé avec la Ligue Loire-Atlantique, on a invité tous les clubs, 900 clubs amateurs ont été invités. Et donc, voilà, donc, Laurent, il a fait une présentation, Loïc, pardon, une présentation pendant 20 minutes, et à la fin, donc, il y a le délégué de Saint-Étienne qui a dit « Ah, ben moi, je prends le challenge que lors du prochain match qu'on va faire, nous, donc, contre, peut-être, donc, lui, il a pris le derby, donc, a pris OL. On va battre votre record. » Et donc, j'ai dit « Ça y est, la mayonnaise prend. » C'est-à-dire que les gens commencent entre eux se lancer des défis parce que c'est fascinant de comment on arrive à amener des gens dans un stade de foot. On se pose souvent la question. Je vous recommande d'aller voir un match de foot féminin parce qu'on devient accro. Donc, il faut aller une première fois. Et après, effectivement, il y a toutes ces études de population de foot féminin qui sont très différentes de foot masculin. Les gens d'Arsenal, qui, pour moi, c'est le club de référence en termes de remplissage de stade. Ils ont une moyenne annuelle de près de 40 000 spectateurs. Donc maintenant, Arsenal Filles jouent tous leurs matchs dans le grand stade. Donc eux, ils disent 80% de leurs fans ne sont pas fans de foot masculin. Ils ont trouvé toute une population qui vient que pour le foot féminin. Et ils disent ils n'ont rien à cirer de notre équipe masculine. Ils viennent juste pour voir les filles. Donc il faut que nous, on fasse l'effort de trouver cette population, qui je suis sûre qu'elle existe. J'en rencontre plein partout, et de les ramener au stade. Ils vont tous venir. Philippe, je ne suis pas Nathalie Portman, mais je dis le même message. Venez voir du foot féminin. Philippe, vous êtes donc une fédération olympique. Est-ce qu'il y a d'autres fédés qui sont venus vous voir en vous disant « Philippe, c'est pas mal ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous donner des tuyaux ?» Oui, on a d'abord des fédés étrangères qui avaient la même idée, parce qu'on est allé s'inspirer chez les Scandinaves dans les années 2000. Et les Norvégiens, les Danois, les Suédois, ils ont tout de suite eu avant nous cette idée, et on s'est inspiré d'eux, que la femme était l'avenir du sport professionnel et de leur sport tout court. Et ils ont inventé des modèles qui fabriquent de la parité avec des grands médias, TV2 et d'autres, qui ont fabriqué l'image des femmes dans ces endroits et qui ont fait... passer cet univers. L'équipe de Norvège filles, elle est 3 km devant l'équipe de Norvège garçons. Après, oui, en France, on fait ça, on parle beaucoup entre nous. Les modèles économiques ne sont pas les mêmes d'une fédé à l'autre, c'est complexe, il faut donner de leçons à personne, mais on parle de ça toute la journée. Moi, je voudrais reprendre ce qu'elle disait, parce que c'est très important, Andrea. Le modèle économique, il va venir de l'attractivité. Et l'attractivité, elle va venir de la qualité du produit. Et la qualité du produit, ça c'est important. Chez nous, si tu veux venir voir un combat de lutteurs, tu vas venir voir du handball masculin. Et on a demandé aux entraîneurs il y a 15 ans de leur dire ça, c'est pas la peine d'essayer de le faire avec les filles, ça sert à rien. Si on veut développer un produit attractif pour avoir un modèle économique, il faut du collectif, de la tactique, de la vitesse. Il ne faut pas les mêmes choses que faire de la musculation pour aller taper celui d'en face.
Et on a obtenu, quand vous regardez des finales olympiques, des scores médiatiques dans les finales olympiques très supérieurs en féminine qu'en garçon. Donc il y a là, ce qui est central, c'est-à-dire la qualité du spectacle. C'est la base du modèle économique et c'est la base de la parité. Alors là, on a le foot, le hand, mais on sait aussi qu'au tennis, il y a une parité dans les prize money sur quelques tournois, dont Roland Garros. C'est important. Alors, est-ce que, merci à tous les trois, mais vous partez pas, est-ce que vous avez des questions devant, pour nos trois invités? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, juste ici. J'ai une question notamment sur le rôle des diffuseurs. On a vu notamment Canal+ au rugby qui fait des doubles affiches féminines, masculines à la suite. Je voulais savoir comment vous travaillez avec les diffuseurs type Canal, beIN, pour que le produit sport féminin soit diffusé en prime time ou à des horaires plus convenables où il y a plus d'audience. Vas-y. Oui, je parle d'abord pour le foot. Donc nous, en réalité, Canal nous a fait une faveur parce que pour eux, le prime time, c'est dimanche soir 21h. Si vous voulez attirer un public familial, vous ne mettez pas un match de foot féminin un dimanche soir 21h, les enfants ont école le lendemain. Les clubs disent qu'ils ont même du mal à trouver les escortes, les enfants pour accompagner les filles. Donc les clubs ont demandé de décaler les matchs samedi soir à 21h, vendredi soir à 21h, et la plupart de nos matchs se jouent à 17h. En termes d'autres relations, ce qui est génial dans notre partenaire avec Canal, c'est quand même les moyens qu'ils mettent. Parce qu'un truc qu'on me dit toujours, c'est que le foot féminin est lent. Et ma réponse est, vous pensez qu'il est lent parce qu'il est filmé avec une caméra, voire deux d'habitude. Alors que le foot masculin, en moyenne, ils sont 16, jusqu'à 24 en Champions League. Donc évidemment, en match de foot masculin, il ne se passe rien. Ils te montrent la jolie fille dans les stands, l'entraîneur, le président du club. Chez les filles, il y a deux caméras, il ne se passe rien. Ils te vendent la balle. Et donc là, à partir de cette année, par exemple, on est très content parce que même les matchs qui sont en clair, donc chez France Football, ils sont en FFTV, pardon, désolé. On a mis 2 caméras, Canal, il nous met 6. Donc ça rend le produit aussi plus, on revient à la même chose, au produit plus attractif. Donc, Philippe ? Oui, moi 2 sujets, parce que c'est une question très importante, à double réponse. La première, c'est quand tu as fabriqué un produit identique. Nous, on a fabriqué 2 produits identiques, l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. C'est facile d'aller voir tes diffuseurs pour leur dire, voilà, tu as un double produit, tu vends tes droits en commun, tu les accouples, les droits. Et que ce soit beIN Sport, qui est la chaîne du handball en permanence, ou que ce soit le groupe TF1 qui rachète à beIN Sport les droits d'avoir le premium, comme vous en verrez ce soir, tout le monde a compris qu'il y avait parité dans le handball, et tout le monde achète les droits collectivement. Donc là, tu as l'impression d'un monde merveilleux, où il y a la parité, où tout le monde fait 6 millions de téléspectateurs quand tu joues une demi-finale, et où tout va bien. La réalité, quand on parle des droits de la ligue professionnelle, c'est que d'un côté, tu as un média qui achète des droits, et de l'autre côté, personne ne va acheter les droits de la ligue féminine chez nous. Donc, le système d'assistance de médias des sports, que ce soit les ligues professionnelles, les fédérations, au niveau du sport féminin, est obligatoire dans le temps qui est le nôtre. Je donne l'exemple de ce qu'on fait. Nous, on produit nous-mêmes, en tant que fédération, ce qui n'est pas notre métier de base, les matchs, et on les donne à des médias. Et on a fabriqué une OTT pour que ce produit puisse être mis en valeur pour pas qu'il soit laissé pour compte en termes de produit numéro 10. Donc, il y a des endroits où vous pouvez arriver à la parité parce que vous avez fait un gros travail avant de structuration et de modèle, comme elles l'ont dit. Et puis, il y a des endroits, et il y a un fonds audio qui continue d'exister pour ça, pour aider à la diffusion du sport féminin. Le modèle du sport féminin a toujours besoin de soutien économique, notamment en termes de production média. Autre question ? Moi, j'avais une question, juste ici. Est-ce que vous pouvez vous lever parce qu'en fait, on ne voit pas. Ah, pardon. Ah, super, pardon. En fait, moi, j'ai une vision assez futuriste un peu du sport féminin. Et j'ai une question pour vous 3. Pour vous, quels seront les moyens les plus efficaces pour pour démocratiser le sport féminin et rendre ça normal, cet aspect de se dire que je vais regarder un sport féminin tout comme un sport masculin. Sabrina ? Je pense que tout à l'heure, je disais que le PSG féminin ne pouvait pas exister sans le PSG masculin. Je pense que c'est aussi parce que
Même si on ne peut pas dissocier les deux, je pense qu'il y a quand même beaucoup de particularités et de singularités dans le football féminin, notamment au Paris Saint-Germain. Et l'idée, c'est de trouver aussi, j'ai envie de dire, notre propre voie, de travailler sur ces singularités-là pour les mettre aussi en avant. Je sais que par exemple le fait d'avoir une proximité entre les joueuses et le public, c'est quelque chose d'assez singulier qu'on retrouve pas beaucoup finalement chez les garçons, sur lequel pour moi il faut aussi travailler, parce que à la fois ça permet d'avoir des rôles modèles pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui viennent dans les stades. Ça leur permet peut-être d'être inspirés par le parcours de nos joueuses professionnelles, et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler, parce que aussi les joueuses sont demandeuses de ça, parce qu'elles ont envie de donner du sens à leur carrière, elles ont envie de redonner aux gens qui viennent les voir dans les stades. Donc pour moi, c'est aussi un modèle un peu gagnant-gagnant qu'il faut développer pour améliorer toutes ces conditions-là. Merci. Une autre question? Oui, ici, à droite. Une question pour tous les trois. Pour vous, il faudrait diminuer, pour avoir une parité salariale, il faudrait diminuer le salaire des hommes ou monter le salaire des femmes au niveau des hommes? Je réponds à ça parce que j'ai eu la négociation hier soir, donc c'est tout chaud. Donc, et on a une dernière difficulté de parité à la Fédération française de handball, c'est les indemnités journalières qu'on verse aux joueuses. Ça, c'est le dernier bastion qui doit tomber pour avoir la parité totale. Et la discussion d'hier soir, c'est ta question. Est-ce qu'on descend les hommes pour monter les femmes, ou est-ce qu'on fait monter progressivement? Ça a duré 3h30. Et à la fin, on a dit que, si tu veux, dans un souci de dynamique globale, l'idée de la montée progressive, parce que la parité, c'est pas juste un switch intellectuel que tu fais dans ta tête, parce que les gens ont les pieds par terre, les présidents de fédé, les dirigeants de ligue, les présidents de club. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi les pieds par terre de modèle économique et se dire, on va faire progressivement cette parité sur les 3 ans qui vont venir pour qu'on obtienne ça. Ce sont des petits montants. Quand on obtient les montants du foot, la plaisanterie n'est pas la même. Donc la logique veut qu'on fasse progresser et qu'on diminue l'écart du salaire entre les femmes et les hommes progressivement. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette intervention. Et une question très rapide pour vous, Sabrina. Au sein du PSG, vous pensez, vous fixez combien d'années ou de temps pour que la section féminine soit à égalité avec la section masculine? Peut-être déjà d'abord de jouer potentiellement tous les matchs au Parc des Princes, par exemple, ou peut-être dans un stade avec plus, qui peut accueillir plus de supporters, du moins. Oui, il y a plein de questions dans la question. Mais combien de temps, honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'on est dans un projet forcément à plutôt moyen terme. La stratégie du club, c'est aussi d'investir beaucoup sur le centre de formation, d'investir beaucoup chez les jeunes. Notre stratégie, c'est de façonner nos propres talents, c'est-à-dire de vraiment s'appuyer sur nos jeunes du centre de formation. Un des objectifs du président, c'est d'avoir 11 franciliennes, 11 françaises sur le terrain et de remporter la Ligue des Champions. Donc on est dans ce type de projet-là. On parlait tout à l'heure des grands stades dans lesquels les féminines ne jouent a priori pas assez, mais c'est vrai que tout revient toujours un peu au modèle économique. On ne peut pas jouer tous nos matchs au Parc des Princes parce qu'il y a une question de calendrier, il y a aussi une question de coût lié à faire un match au Parc des Princes. Mais par contre, le sujet du stade est un sujet central pour nous au Paris Saint-Germain. Il y a plein de discussions qui sont en cours, plein de projets. Je disais, on est au campus, la section féminine est au campus, et il y a d'autres projets dans le campus qui sont en cours de développement pour améliorer les conditions d'entraînement des joueuses. Et puis la question du stade est aussi en cours pour trouver, on va dire, le bon équilibre entre ce qu'on a aujourd'hui au campus, le Parc des Princes. Il y a certainement un juste milieu à trouver. Merci Sabrina. Une dernière question. Oui. Bonjour à tous les quatre, bonjour tout le monde. J'avais une question sur l'idée de rupture dont vous parliez, Monsieur Bana, tout à l'heure. Sur le hand, ça a été fait. Ça se voit aujourd'hui que le hand féminin est, je trouve, subjectivement beaucoup plus beau à voir que le hand masculin. C'est pour ça qu'il faut regarder le championnat d'Europe qui commence. En termes de football, je me demande si le coche n'a pas été raté, notamment pour le football féminin,
Et je prends pour preuve la première qualification à la Coupe du Monde qui a eu lieu, donc la Coupe du Monde 2003, où les filles s'étaient qualifiées en 2002 contre l'Angleterre grâce à un match à Saint-Étienne qui avait réuni plus de 20 000 personnes à l'époque. Et c'était le premier match qui était diffusé sur Canal+. Et il se trouve que ce printemps-là, les filles ont rejoué à Saint-Étienne. Et c'était pas vide, mais bon, c'était très peu rempli. Il y a eu la Coupe du Monde 2019 en France qui était censée attirer beaucoup de monde. Et malheureusement, comme c'était un échec sportif, en fait, l'engouement n'a pas pris. Il y a eu les JO cet été, où les filles se sont ratées contre le Brésil. Est-ce que, justement, cette idée de rupture qui doit être faite par les joueuses sur le terrain pour ensuite impulser une dynamique, en fait, elle aurait pu avoir lieu plein de fois. Et sportivement, comme elle n'est jamais venue, est-ce que c'est pas trop tard? Enfin bon, je pense qu'il est jamais trop tard, mais est-ce que la rupture aurait pas pu avoir lieu plein de fois et en fait, on est toujours passé à côté? Bon, alors la question est hyper longue. Alain Nelson Montfort, bravo, on a trouvé son successeur. Réponse brève, parce qu'il faut vite qu'on rende, on va dire, l'antenne. Il n'est jamais trop tard. Voilà, donc je n'étais pas là il y a 10 ans ou 15 ans. Il n'est jamais trop tard. On ne peut pas juste justifier le développement d'un sport entier par le succès de l'équipe nationale. Et je pense que, oui, il y a eu plein, pour chaque chose, on peut trouver des excuses, le Covid, tout ça, mais jamais trop tard. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les trois d'être venus, d'avoir pris de votre temps précieux. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Merci.